Bonjour, c'est Aurélien Père et vous écoutez Toute Première Fois. Oh putain, mais c'est adorable. C'est vraiment un petit paradis ici. Sarah, elle est gelée. Ça se passe comment avec elle? Bah, ça se passe bien, elle est marrante. C'est nature adventure. Bah, tu te mets pas en maillot? Je chope vite des coups de soleil, moi. T'es comme ma chienne. Ah Mimi, toi aussi, faut te protéger du soleil. Sorti au milieu du mois d'août, L'épreuve du feu du jeune cinéaste Aurélien Père fait partie de ces pépites estivales que l'on va parfois voir par hasard au gré d'une chaude soirée d'été où l'on cherche la fraîcheur d'une salle de cinéma et dont le ressort sensiblement marqué. Dès les premières scènes du film, on se retrouve happé par la beauté des images et du lieu de tournage, l'île de Noirmoutier, dont le paysage idyllique se transforme progressivement en une sorte de huis clos étouffant, en écho à l'histoire douce amère qui nous est racontée. Celle d'Hugo, un jeune étudiant de classe moyenne qui reçoit sa copine Queen, une esthéticienne varoise, dans la maison secondaire de sa famille. Tout semble les opposer. Leur classe sociale, leur personnalité, mais une douceur se dégage de ce couple qui apprend encore à se connaître. Leur relation est néanmoins vite mise à mal par d'anciens amis d'Hugo, plus riches, plus extravagants, plus superficiels, qui vont bouleverser ses vacances avec Queen. Ce premier film explore avec beaucoup de subtilité le poids des apparences, du mépris de classe, mais aussi de la masculinité toxique, grâce à un riche scénario et la belle direction d'Aurélien Père, qui dirige une bande de jeunes comédiens et comédiennes brillants et brillantes. En particulier le déjà installé Félix Leffer, qui nous avait déjà ébloui pendant un été en 2020 avec Été 85 de François Ozon. Mais surtout la révélation Anja Verderosa, qui incarne avec une grande finesse cette Queen haute en couleur, excessive et plus perspicace qu'il n'y paraît. Elle est adepte des phrases qui font mouche, comme celle-ci. Ouais, Queen. Tu fais comment pour vivre avec tes ongles? Ça ressemble un peu à des râteaux. Ma mémé Dito a dit ça fait paix la merde donc. Sympa la mémé. En cette rentrée, j'ai donc voulu rencontrer Aurélien Père pour prolonger un peu les vacances et pour revenir sur cette très belle pépite estivale qui vient de dépasser les 100 000 spectateurs. Toute première fois, saison 4, épisode 13, Aurélien Père. Bonjour Aurélien. Du coup, L'épreuve du feu, ton premier long métrage est sorti au cours du mois d'août au cinéma. Du coup, c'est ton premier long métrage, donc je me demandais déjà comment est-ce que ça va 15 jours après sa sortie. Là, c'est la rentrée, la pression retombe, j'imagine, peut-être un tout petit peu. Du coup, comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va, je suis hyper content parce qu'on arrive on a du public qui va voir le film. On a des super critiques sur Allociné, on a eu des bons retours de la presse aussi, donc je suis soulagé et maintenant c'est les angoisses de la suite qui commencent à arriver, de qu'est-ce que je vais faire derrière et voilà, et faire les bons choix pour le deuxième long. T'es déjà en train d'y penser, j'imagine ? Bah oui, j'y pense et puis on me pose les questions aussi de savoir ce que je vais faire, donc. C'était une dernière question de. mais j'y pense et puis mais en fait comme tout s'est enchaîné parce qu'on a fini le film un mois avant de le présenter à Biarritz, et une fois qu'on l'a présenté à Biarritz, on a su qu'on allait le sortir le 13 août, et donc on a commencé une tournée où on allait le montrer un peu à différents endroits en France, plus de la presse, etc. Donc j'ai pas encore eu trop le temps de penser à la suite. Ouais. À Biarritz, c'était le festival, je crois, de Nouvelle Vague. Vous avez eu le prix d'ailleurs, je crois, du public, ouais, c'est ça. Ouais, ça devait être déjà un bon, une bonne lancée pour le film. Du coup, de te dire bon, si on a ce prix-là, c'est qu'il plaît à un petit public déjà, donc ça devait être un peu te déstresser, j'imagine. Bah oui, c'était hyper émouvant parce qu'en plus c'est une très grande salle. La salle à Biarritz, c'est une salle qui fait 1200 places et c'est la première fois qu'on montrait le film publiquement. Tous les comédiens et comédiennes étaient là et une partie de l'équipe, la chef opératrice, chef costumière, chef décoratrice. Enfin bref, on était assez nombreux et nombreuses et c'était très très émouvant parce que dans la grande salle, on entendait les réactions du public et ils riaient. À des moments, ils étaient stressés, on les entendait pousser des cris, etc. Et c'était globalement un public jeune. Ils sont tous venus à la fin, enfin beaucoup sont venus à la fin pour nous parler, et puis pour parler à Anja, donc, qui joue Queen, à Félix qui joue Hugo, prendre des photos avec eux et dire qu'ils s'étaient vraiment identifiés au film. Et 2 jours après, on le montrait au Festival de la Baule, où là c'était un public beaucoup plus âgé, je dirais plus de 60 ans.
Et là, pareil, on a eu une standing ovation et tous les gens sont venus nous voir après pour nous dire qu'ils s'étaient identifiés, que ça les avait ramenés à des souvenirs de leur jeunesse et tout. Donc, je crois qu'après ces 2 projections, j'étais un peu détendu parce que je me suis dit que le film pouvait toucher d'autres gens que moi, les comédiens, les comédiennes, les producteurs, enfin que les gens qui l'ont fait et puis surtout toucher différentes générations. Ce qui doit peut-être aussi être rassurant, c'est que ce film, c'est le prolongement d'un de tes 2 premiers moyens-métrages, qui s'appelait du coup Coqueluche, qui était sorti en 2018, qui avait déjà eu, je crois, quelques prix ou était présenté dans quelques festivals. Et je me demandais justement, beaucoup de jeunes cinéastes, quand ils font leur premier long, s'inspirent un peu de leur premier projet, enfin pas tous, mais on a récemment eu l'exemple d'Amélie Bonin pour Partir un jour. Je me demandais, est-ce que c'était pour toi une sorte de passage obligé, ou est-ce que c'est que tu voulais un peu réinvestir ce film, essayer de le prolonger, de voir une autre manière de l'écrire et de le présenter? En fait, c'était pas du tout prévu à la base que je fasse une version longue de Coqueluche. Entre-temps, donc après avoir fait Coqueluche, j'ai développé plusieurs scénarios de long métrage qui n'avaient vraiment rien à voir avec Coqueluche, et je l'ai revu 5 ou 6 ans plus tard. Et en le revoyant, je lui ai trouvé à la fois des qualités, notamment les comédiens et les comédiennes que je trouve très bien, mais aussi plein de défauts et plein de choses me sont venues en tête, et je me suis dit pourquoi t'as pas fait ci comme ça, pourquoi t'aurais dû filmer ça comme ça, etc. Et donc toutes ces idées, en fait, ça me restait un peu en travers de la gorge, du coup, de me dire mince, t'aurais pu faire mieux. Et de fil en aiguille, je me suis mis à penser à une version longue du film et à comment il pouvait être différent. Et en soi, ce qui reste de Coqueluche dans l'épreuve du feu, c'est surtout le point de départ de cette jeune femme qui va sur une île retrouver son nouveau petit copain sur l'île où lui passe ses vacances depuis qu'il est petit. Mais au-delà, la narration est quand même très différente, et même les personnages, même le personnage de Queen est très différent du personnage de Coqueluche, à mon sens. Ouais. Totalement, ce qui je trouve un peu est le lien entre ces films, et même avec ton tout premier du coup, la bande de Juliette, c'est que je trouve que c'est un peu des films qui pourraient passer pour des films d'été, dans le sens où justement c'est un personnage qui est sur une île pendant l'été. Il reçoit sa petite copine, ils vont dans des restos manger des moules, ils vont à la plage, ils font des choses comme ça. Mais en fait, c'est un film qui est beaucoup plus... des films, du coup, les 3, qui sont beaucoup plus lourds, finalement, derrière cette apparence un peu qui pourrait être juste le résumé du film de frivolité. Il y a quelque chose de plus lourd, notamment dans celui-là, du coup, il y a les apparences, le mépris de classe, la masculinité toxique qui jouent beaucoup. Et je me demandais, du coup, pourquoi tu avais choisi spécifiquement de le faire l'été. Est-ce que c'est le côté l'entre-deux entre l'année scolaire et là ils ont tous 19 ans, donc il y a un côté on se revoit un peu après le lycée, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à le faire pendant l'été? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la période de l'été qui te plaît? T'avais envie de détricoter justement ces stéréotypes de ces films de vacances un peu à l'eau de rose parfois, des comédies vacances, de estivales du coup? Alors, moi maintenant, c'est plus le cas parce que je vais plus à l'école, donc j'ai plus de rentrée scolaire, etc. Mais j'ai le souvenir que quand j'étais plus jeune, chaque été était assez fondateur. Je changeais d'un été à l'autre, l'été de la 6e vers la 5e, l'été de la 3e vers la seconde. Et c'est des étés qui m'ont marqué. Et donc, j'avais effectivement envie de raconter ça. Par ailleurs, les films d'été, en fait, il y a aussi des films... Moi, j'aime beaucoup un cinéaste qui s'appelle Jacques Rosier, qui a fait un de mes films préférés de lui, c'est Du côté d'Orwell, qui est un film qui se passe l'été. Il y a aussi Éric Rohmer qui a beaucoup filmé l'été, à la fois avec Le Rayon Vert et Contes d'été. Donc, c'est pas uniquement, à mon sens, c'est pas uniquement des bleuettes, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était que de raconter des choses potentiellement plus dur qu'il n'y paraît, dans un écrin un peu assez pop, qui donne envie aussi d'y aller, parce que moi je sais que parfois, à la fois il y a des jours où j'ai envie de regarder des films très très durs, un peu déprimants, mais il y a aussi des jours où j'ai envie de voir des films qui d'apparence sont joyeux, et puis parfois comme on écrit, quand c'est long d'écrire un scénario. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des idées de scénario sur des choses assez parfois sordides, etc. Et de commencer à écrire, et puis au bout d'un moment me dire
Non, je me vois quand même pas passer 3 ans à écrire dans cet univers, parce qu'en fait, quand on écrit, on est plongé dans l'univers qu'on imagine. Et voilà, donc là, j'avais envie d'être en vacances pendant 3 ans. C'est un lieu, je crois, où tu allais en vacances, non, quand tu étais plus jeune, je crois, non? Non, c'est un lieu où ma mère allait en vacances quand elle était petite, mais où moi, j'avais jamais été. Et donc, quand il a été question de choisir l'île où on allait tourner, parce que je voulais que le film se passe sur une île, on avait le choix entre l'Île-Dieu et Noirmoutier. Et du coup, j'ai tout de suite eu envie d'aller à Noirmoutier, parce que j'avais un attachement familial à cette île. Ah oui, c'est ça. Non, je comprends avec Anja qui joue Queen, du coup, qui disait qu'elle était à Fromentine, je crois, qu'elle allait beaucoup l'été là-bas et du coup que ça lui a rappelé des choses. Il me semble, je crois qu'elle disait ça, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Anja, c'était un peu surprenant parce que le personnage de Queen, c'est un personnage qui est propulsé sur une île, une île atlantique, dans un univers qu'elle connaît peu et qui est assez éloigné de ce qu'elle a toujours connu. C'est une fille qui vient de Toulon. Et donc Anja, elle a passé son casting, et puis quand elle a été validée, on a discuté ensemble, et je dis bah voilà, ça sera tourné à Noirmoutier et tout, et elle m'a dit ah mais c'est dingue, je passe toutes mes vacances là depuis que je suis petite. et moi j'étais un peu embêté parce que je voulais qu'elle découvre ça comme Queen allait le découvrir. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, elle a une maison, sa mère a un appartement à Fromentine, et donc c'est la ville juste en face sur le continent. Et on y était il y a 2 semaines pour présenter le film, et c'était trop chouette. Tu parlais tout à l'heure du personnage de Queen qui était selon toi assez différent de Coqueluche, mais je trouve que le personnage de Hugo est celui qui me paraît le plus différent, parce que dans Coqueluche il est plutôt sûr de lui, plutôt toxique même dans sa manière d'être, de traiter les autres, même de traiter du coup l'ancien personnage de Queen. Et je trouve que là dans le film du coup il a pas du tout confiance en lui, il est plutôt sensible, plutôt un peu introverti. Et je me demandais qu'est-ce qui t'avait donné envie de switcher et de changer justement ce personnage-là qui est la porte d'entrée du film pour les spectateurs. Bah, je pense que le personnage de Coqueluche, il était sous-écrit. Et donc en fait j'ai juste eu envie de développer davantage le personnage d'Hugo, et puis surtout la différence entre Coqueluche et l'épreuve du feu, c'est que l'épreuve du feu c'est raconté à travers Hugo, c'est son point de vue en permanence. Il n'y a pas une scène sans Hugo, alors qu'il y a des scènes sans Queen. Et dans Coqueluche, c'était plutôt l'inverse. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans le personnage d'Hugo, c'est le fait que lui, il est un petit peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, parce que il est tiraillé entre son vieux copain d'enfance, Camille, qui lui habite sur le continent et va travailler tout l'été pour faire les jardins des maisons opulentes de l'île, et Queen qui appartient qui est plutôt une fille de classe pop, qui est esthéticienne, qui vient de Toulon, et de l'autre côté donc Colombe, Victoire, qui sont issus d'une forme d'aristocratie, Paul et son frère qui ont un énorme catamaran, une grande maison avec un home cinéma, et lui il est plutôt, on va dire, un mec de classe moyenne, et il se retrouve tiraillé entre ces deux univers, et c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais que c'était le point de vue d'Hugo, c'est le personnage qui est le plus mouvant dans le film. Et mouvant parce que justement en plus lui-même a beaucoup changé, parce que quand il arrive sur l'île, du coup il a perdu beaucoup de kilos, il était beaucoup plus gros avant, et les gens le sommaient, je crois, Hugo même dans le film. Et du coup là il arrive, c'est un nouveau personnage, et je crois que ça te permet aussi un peu de montrer les injonctions à la masculinité on parle beaucoup d'injonctions du coup que subissent les femmes et qu'elles subissent justement, mais c'est vrai qu'on parle moins parfois de certaines injonctions à la virilité ou à la masculinité que subissent les hommes, et donc ton film le montre aussi, ce côté-là où du coup il a changé d'apparence et il change aussi de personnalité, il s'affirme, mais de manière du coup un peu cruelle par rapport aux autres, notamment à son ami. Oui, c'est vrai, et c'est vrai ceci dit on en parle de plus en plus, mais Hugo, c'est un personnage donc, il a perdu 30 kilos. Il arrive énormément changé sur cette île, au point où certains de ses amis le reconnaissent pas, tant il a changé. C'est quelqu'un qui, on comprend un peu,
on devine qu'il a pu avoir des troubles du comportement alimentaire, ce qui est effectivement ça pas souvent montré chez les garçons au cinéma. Et ça, j'avais envie de parler de ça aussi parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être le miroir des réseaux sociaux qui renforce cette impression, mais que depuis une dizaine d'années, les hommes sont plus sujets à ce genre d'injonction, que ce soit la virilité, mais la virilité, je pense que ça a toujours été le cas, mais aussi la beauté, correspondre à vraiment une sorte d'idéal. Ce que je raconte souvent, c'est qu'une fois j'étais choqué en voyant que maintenant on vend même des accessoires pour se muscler la mâchoire, pour avoir une mâchoire bien carrée, etc. Et sur les réseaux sociaux, voilà, je découvre ça et je vois que même par exemple la salle de sport, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé et qui touche maintenant un peu toutes les classes sociales. Là où quand moi j'avais 15 ans, c'était pas tout le monde qui allait, c'était pas tous les garçons qui allaient soulever de la fonte. Mais donc voilà, ça m'intéressait de parler de ça pour ça et sur quoi, à la fin, tu dis que je rebondisse que la manière dont du coup ça se répercute sur ses relations et qui devient assez dur avec les personnages qui étaient pourtant les plus familiers avec lui et qu'il est prêt à finalement à les trahir sans trop en dire du coup pour pas trop spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais du coup il est prêt à les trahir et c'est vrai que ça trahit une relation qui était assez chouette, je trouvais, du coup avec Camille dont tu parlais, qui est son meilleur ami, qui est une relation un peu à part, c'est un duo assez doux. Et ils ont une relation assez... où ils peuvent être un peu qui ils veulent être l'un avec l'autre, c'est assez sain, c'est assez doux, c'est assez libérateur. Et pareil, je trouve ça assez... on voit assez peu ça au cinéma dans les amitiés masculines, on voit surtout des groupes avec les hommes qui sont leaders, etc. Et je trouve que là, on voit... Il y a d'autres films qui en parlent aujourd'hui, mais c'est assez chouette de montrer ça. Et je me demandais si c'était aussi une manière pour toi de montrer une autre manière d'être un homme hétérosexuel aujourd'hui. Ouais, effectivement, et puis surtout j'avais aussi envie qu'on puisse souffler dans ce film parce que le film est souvent un peu, on est souvent un peu mal à l'aise. Les scènes, la bande de potes, ils sont durs. Le leader du groupe, Paul, il a la vanne facile et tout. Et je trouvais ça bien d'avoir que Hugo ait un refuge sur cette île, parce que même quand il est avec Queen, comme c'est une relation toute fraîche et que lui, il n'a pas vraiment confiance en lui, il n'est pas toujours très à l'aise avec elle. Et à mon sens, c'est avec Camille qu'il se montre. C'est le seul personnage avec qui Hugo est 100% naturel et même retrouve des trucs un peu de l'enfance, etc. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été trouvées sur le plateau grâce à la relation qui s'est nouée entre Nolan Masraf et Félix Lefebvre, donc Nolan qui joue Camille et Félix qui joue Hugo. Des petits trucs, par exemple, il y a un moment où dans le film... Félix embrasse la main de Camille pour faire une blague, et ça par exemple c'est juste de l'impro de Félix, donc ça c'est aussi finalement c'est assez beau à voir parce que cette jolie relation qu'on voit dans le film en fait elle s'est faite naturellement entre les deux comédiens et elle n'était pas tant pas uniquement en tout cas le fait de mon écriture, ouais. Ah, c'est chouette, parce que c'est vrai que ce moment il était assez mignon, c'est quand il est sur l'échelle, je crois, non, il est en train de... Et l'autre il lui dit qu'il a aussi des sentiments pour lui en rigolant, et ouais, ça je trouve ça très chouette, parce que c'est vrai que dans ces films-là, dans les films où souvent avec des jeunes, et justement où il y a toujours cette peur de l'homosexualité, où les personnages masculins ne vont pas être tendres les uns avec les autres, parce qu'il y a peur qu'on les mette dans cette case-là et dans ce carcan-là, et là c'est vrai que c'est hyper mignon comme moment, et encore plus du coup si tu me dis que c'était improvisé, du coup c'est très chouette, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas dans une dynamique de compétition ou de choses comme ça qu'on retrouve souvent, notamment entre les personnages masculins qui vont se battre pour avoir la plus belle fille ou des choses comme ça. C'est assez chouette, je trouve, comme tu dis, c'est des respirations. Et notamment, du coup, là, on parlait beaucoup de Hugo, mais Queen, du coup, c'est l'autre personnage très important de ce film-là. Et comme tu dis, c'est vrai qu'elle est assez différente de Coqueluche. Je trouve je trouve que la différence avec le Hugo et Coqueluche et Queen et Coqueluche est moins saisissante, mais en fait je trouve elle paraît moins stéréotypée que dans Coqueluche, plus en douceur, et je trouve que justement on rigole jamais d'elle, mais toujours avec elle, avec ses mimiques, avec ses tics de langage, avec ses histoires, ces choses comme ça, et je trouve ça très rafraîchissant, parce que c'est vrai que ces personnages-là de Cagole du coup du Sud-Est ont beaucoup été malmenés dans la culture en général et même dans la culture cinématographique et télévisuelle, parce que je crois que tu t'es inspiré du personnage de Loana notamment, et c'est vrai que dans tous ces programmes-là ça a beaucoup été malmené, on l'a toujours beaucoup
critiquer, rigoler d'elle du coup et pas avec elle. Et justement, je me demandais comment tu avais fait dans ton écriture pour évoluer même par rapport à Coqueluche. Est-ce que tu as vu d'autres films, d'autres documentaires? Est-ce que tu as peut-être rencontré des personnes qui se revendiquent cagole? Parce que de plus en plus de femmes se revendiquent aussi de ce terme-là. Il y a des documentaires qui ont même ce titre-là, je ne sais plus le nom. Oui, je crois que je l'avais noté et je l'ai enlevé de mes notes. Mais il y avait un documentaire notamment, Cagole Forever, qui était sorti il y a quelques années. Et justement, je trouve que maintenant, elle parle d'elle. Enfin, déjà, on les écoute, ce qui n'était pas le cas avant. Et est-ce que du coup, ça t'a aidé, cette évolution du personnage de la Cagole qui s'affirme, pour justement aussi affirmer l'écriture du personnage de Queen, du coup, entre ton moyen et le long métrage? Oui, peut-être. Je pense aussi, je me suis posé la question après avoir donc revu Coqueluche et trouvé que j'avais mal défendu ce personnage. Et bah donc je me suis dit mais pourquoi, enfin qu'est-ce qui fait que tu l'as mal défendu? Et là j'ai eu plusieurs pistes. Je trouvais qu'il y avait peut-être un regard un peu exotisant sur elle, que j'avais voulu l'angéliser. C'est-à-dire que c'est, en fait, dans le personnage de Coqueluche, elle est parfaite en tout point, et que j'avais joué un peu sur peut-être sur sa naïveté, là où le personnage de Queen, en fait, elle capte tout ce qui se passe, et puis elle... ouais, voilà, elle est dans la blague. On rit pas, on rit avec elle parce que elle-même elle rit d'elle, et que voilà, elle a conscience de l'image qu'elle renvoie. Elle dit faut pas juger le sac à l'étiquette parce que voilà, elle sait à quoi ressemble le sac, mais elle sait aussi ce qu'est l'étiquette. Et donc ça j'ai aussi beaucoup. Donc, je me suis inspiré de la vie, de copines, de gens que j'ai pu croiser, etc. Il y a aussi effectivement maintenant maintenant il y a même ce nouveau mot, Tana, etc. Enfin, une espèce de truc de jeunes femmes et de même moins jeunes femmes qui se revendiquent cagole. Effectivement, ça c'est assez nouveau. C'est-à-dire qui retourne le stigmate en fait de la cagole pour qui s'en empare, quoi. Et puis aussi j'ai regardé pas mal d'émissions de télé-réalité, tout en ayant conscience que voilà, la télé-réalité évidemment c'est de la fiction, c'est presque c'est très très écrit, mais en même temps c'est quand même intéressant parce que c'est des candidates qui sont en maîtrise de l'image qu'elles veulent renvoyer, qui savent qu'elles sont regardées par des gens qu'elles ne connaissent pas, et le personnage de Queen finalement c'est ce qui lui arrive. Alors certes elle n'est pas dans une télé-réalité, mais elle sait qu'elle est propulsée face à des gens qui ne la connaissent pas, qui vont potentiellement la juger, et du coup ses expressions, ses réparties, etc. Ça participe du même mécanisme que celui que peut avoir une candidate de télé-réalité. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai aussi pris plein de petites expressions, que j'ai fait des recherches sur le style. Ensuite, évidemment, on a travaillé dessus avec... c'est la chef costumière qui a fait les costumes, Chloé de Nombel. Mais voilà, c'est un ensemble de choses, mais je crois que c'était surtout d'essayer de porter le regard le plus proche d'elle, c'est-à-dire sans la sublimer, et sans non plus être condescendant, et en fait la traiter comme n'importe quel autre personnage au sein du film. Ouais, je trouve que ça se voit beaucoup, parce que c'est vrai qu'elle est effectivement moins naïve que dans le moyen-métrage. Et elle se rend compte, elle dit à un moment qu'il se moque d'elle, elle est consciente de ces choses-là. Et elle est consciente aussi de ce qu'elle renvoie quand elle parle de ses ongles, et qu'elle dit que sa grand-mère dit que ça on dirait des râteaux. Je sais plus ce qu'il y a, des palamerdes, ouais, exactement. Cette scène m'a fait mourir de rire. Et elle est consciente de tout ça, je trouve. Et en même temps, elle a une douceur avec elle. Et quand il faut s'énerver, par contre, et qu'elle sait qu'elle a le droit de s'énerver, elle le fait aussi, notamment quand elle détruit un dessin. On va pas trop en dire non plus, mais elle s'énerve, et je trouve qu'elle a le droit de s'énerver. Elle le fait toujours de manière juste, quoi. Et c'est vrai que comme tu dis, tu l'idolâtres pas en mode elle est hyper, on va la mettre
très gentille, très machin, très chose. Tu montres un peu qu'elle peut aussi s'énerver, qu'elle peut aussi dire des choses intelligentes comme des choses peut-être bêtes, mais comme n'importe qui finalement. Et c'est ça, et même qu'elle peut... donc comme le film est raconté à travers le point de vue d'Hugo, il y a des moments où elle peut l'agacer un petit peu dans le film, et ça justement, ces moments-là, pourquoi pas, enfin, je comprends qu'elle puisse être agaçante, enfin, je voulais surtout pas en faire une sainte, quoi. Comme parfois c'est le cas... Parfois, ça peut être le cas quand on traite de ce genre de personnage au cinéma. Oui, parce que même j'imagine que ça doit être dur. Oula, je crois que j'ai même fait sans faire exprès, j'ai failli faire l'accent, le dur. Mais je voulais dire, c'est justement de trouver la distance entre avec cet accent, avec ses manières, etc., de pas être dans la caricature. J'imagine que c'est parfois difficile, même sur le plateau. Est-ce que vous avez refait des scènes où parfois tu disais là c'est un peu trop, ou là c'est pas assez peut-être? Est-ce qu'il y a... T'étais toujours dans une ligne de crête un peu, j'imagine de... Oui, carrément, c'était assez compliqué parce que Anja parle pas exactement comme Queen. Ouais. Moi... J'étais étonné quand j'ai entendu l'interview parce que je trouve qu'elle est tellement forte dans le film que je m'attendais qu'elle vienne de la même région, qu'elle soit comme ça. Et quand je l'ai vue en interview, je me suis dit, mais c'est une actrice du coup, et pas du tout en fait. C'est assez fou. Enfin, c'est ça, et souvent elle dit que le personnage lui ressemble. Mais je pense qu'elle oublie à quel point c'est aussi un rôle de composition. Ouais. Mais comme Anja elle vient pas de Toulon, moi à la base je voulais que Queen soit qu'elle soit de Toulon, mais elle aurait aussi pu être de l'est de la France, du nord de la France. Je voulais surtout que quand elle parle, qu'elle ait un léger accent et que ça s'entende qu'elle appartient pas à leur monde à eux. Mais donc comme elle venait pas de Toulon, elle venait de Fontenay-sous-Bois, elle vient de Fontenay-sous-Bois, je voulais que quand même on trouve un accent, mais que ce soit je voulais pas qu'elle fasse un faux accent toulonnais, ça aurait été horrible. Donc on allait réfléchir à un accent qu'elle a pu avoir quand elle était plus jeune, que même moi j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, le fameux nature. Moi je disais Gare du Nord, enfin j'avais ce petit truc jusqu'en seconde, je pense. Et donc on allait rechercher ça, et ça lui est revenu plus naturellement que si on avait dû créer un accent, voilà. Ouais. Et effectivement, il fallait toujours sur le plateau être vigilant à ce qu'elle le perde pas ou à ce qu'elle en fasse pas trop. Par exemple, il y a une scène qu'on a faite et j'ai toute une prise où elle fait un accent qui est hyper étrange. On dirait un accent de Dunkerque. Et enfin voilà, donc donc on l'a pas monté, mais on n'a pas monté cette prise en tout cas. Mais voilà. Justement, ce personnage dont on parle, c'est une figure féminine, du coup, les cagos qui sont assez fortes, assez, comme on disait, sexualisées, aujourd'hui qui reprennent un peu le pouvoir sur tout ça. Je me demandais, on sent du coup, comme tu disais, toi tu la regardes avec beaucoup de bienveillance, ce personnage-là. D'où est-ce que ça te vient, cette envie-là, ce besoin-là? Dans une interview, je voyais à Trois Couleurs, tu disais que tu avais beaucoup grandi seul quand tu étais au collège et au lycée, et que tu avais grandi hors de l'hétérosexualité. Et je me demandais, avec des figures notamment comme Marilyn Monroe qui t'avaient marqué, est-ce que justement ces figures de femmes libres et fortes, ça a pu t'aider, toi, à t'accepter et à t'assumer, et du coup tu as eu envie un peu de leur rendre hommage dans ton travail ensuite? Alors j'ai pas grandi hors de l'hétérosexualité au sens ça a mis du temps à se décanter tout ça. Donc quand j'étais la période à laquelle je fais référence, collège, lycée, j'étais pas en dehors de quoi que ce soit, mais effectivement j'étais passionné par les films des années 50-60 hollywoodiens, avec des actrices comme Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Betty Davis, Rita Hayworth, enfin un peu toutes les grandes icônes de cette époque, mais sans forcément identifier pourquoi en fait. Je sais pas si elles m'ont aidé à accepter quoi que ce soit, non. Après, elles ont contribué à mon goût pour des personnages de femmes fortes, et puis mon désir aussi de filmer des personnages féminins. Et là aussi d'être avec ces personnages et d'essayer d'être à la bonne hauteur.
voilà. Mais ouais. Il y a aussi Mariah Carey qui a beaucoup compté. D'ailleurs, le moyen-métrage Coqueluche, il est dédié à Mariah Carey, qui a plus compté que toutes les autres. C'est vrai. Ah ouais, c'est marrant. On le retrouve pas forcément soit peut-être dans la manière dont vous refaites le clip un peu dans la maison, où il y a un truc très R&B de ces époques, de ces premiers albums. Premiers albums plus un peu après, mais c'est marrant, ouais. Mais c'est vrai que c'est des personnages très Mariah Carey comme Marilyn Monroe, comme Luana qui a fait partie des Impérations, très tragédiennes aussi, dans le côté où elles ont eu des vies assez difficiles. Elles ont connu la gloire, mais elles ont connu aussi le très bas. Donc j'imagine que c'est aussi peut-être une fascination peut-être pour ces personnages-là, très finalement très déjà des personnages de fiction, alors que c'était des vrais personnages qui vivaient, enfin des vraies personnes qui vivaient leur vie. Et peut-être que ça t'a aussi aidé que ça t'a donné envie d'avoir des personnages comme ça dans ce sens-là aussi. Ouais, peut-être. Et puis c'est des personnages très hauts en couleur en fait. Et donc je dis pas que tous mes films il y aura des personnages féminins comme Queen. Peut-être c'est le dernier film avec un personnage féminin comme ça. Mais en tout cas pour ce film. Voilà, d'avoir ce point de départ de cette fille qui débarque sur cette île et qui met un peu un coup de pied dans la fourmilière avec sa robe vert fluo. Ça m'amusait de la mettre face à tous ces personnages et de voir ce qui allait se passer. Bon, et puis progressivement, en développant le scénario, c'était moins amusant que ce que je pensais, mais voilà. Ouais, dans quel sens dans le sens où c'est le film n'est pas qu'une comédie, il s'ouvre comme une comédie, mais effectivement, c'est un film qui peut être sombre et plus dur qu'il n'y paraît, donc c'est pour ça que... Ouais, totalement. Et puis même, du coup, le regard que tu as sur Queen, je crois que tu as travaillé avec une chef opératrice qui s'appelle du coup Inès Tabarin et qui a bossé, tu me disais, sur la série Split Iris Bray, qui est une série où, du coup, là, c'était un peu une sorte d'exercice de comment mettre en place le female gaze. Et justement, pourquoi est-ce que tu voulais bosser absolument avec une chef opératrice ? Et qu'est-ce qu'elle t'a aidé du coup à filmer d'une certaine manière le personnage de Queen, j'imagine, à éviter peut-être les mauvais côtés du male gaze, qu'on peut appeler le male gaze. Je voulais pas nécessairement travailler avec une femme chef opératrice, mais j'en avais le désir, mais je me suis pas pour autant empêché de penser à des chefs opérateurs et voilà, mais par contre, une fois que ça a été Inès, déjà, Inès, je l'ai aussi choisi parce qu'on s'est bien entendu, qu'on a échangé sur des références, qu'on a le même âge à peu près, qu'elle fait une super image. Elle m'avait montré, par exemple, je sais plus quoi, une vingtaine de courts ou une quinzaine de courts-métrages sur lesquels elle a été chef opératrice. Et tous ces films, l'image était magnifique. Et sur des courts-métrages, je sais comme les conditions sont rudes. Donc je me suis dit, si l'image est belle sur tous ces films, alors que c'est des réalisateurs différents et que c'est des budgets différents, il y a clairement un dénominateur commun, c'est Inès. Et puis elle avait travaillé elle avait déjà fait, je crois à l'époque, elle avait déjà fait 2 longs métrages en chef opératrice. Et il n'y a pas beaucoup de chefs opérateurs et chefs opératrices si jeunes. Donc voilà. Et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, moi, ces questions, je me les étais posées aussi. Et en fait, c'est surtout qu'on se les est posées ensemble. Mais on se les est posées pas uniquement pour le personnage de Queen. Moi, j'aime bien qu'on se pose toujours la question de comment on filme tel ou tel personnage. Et pareil pour Hugo, il y a un dispositif où, au début du film, on est toujours en contre-plongée quand on le filme. Progressivement, la caméra se met à être à son niveau au milieu du film. Et puis à la fin du film, on est en plongée. Donc, c'est-à-dire que la caméra le filme du dessus. Et ça, c'est des choses qui sont imperceptibles. Je pense que la plupart des spectateurs ou des gens qui voient le film, ils font pas attention, mais qui créent quand même un rapport au personnage qui n'est pas le même. Et donc pour Queen, c'est la même chose. Ce personnage, c'est un personnage qu'on peut érotiser. Or, moi, ça m'intéressait pas. Elle s'érotise éventuellement elle-même avec des robes qu'elle peut mettre, des décolletés, etc. Mais donc ça, on laisse. C'est-à-dire qu'on a les costumes sont comme des tenues que Queen pourrait porter. Pour autant, nous, on fait pas de gros plans sur ses fesses. Voilà. Et par exemple, il y a une scène d'amour entre les deux.
Et la scène est assez pudique finalement, et on s'est vraiment posé la question de ce qu'on filmait, qu'est-ce qu'on voulait représenter avec cette scène, et puis en fait ce qu'on voulait représenter surtout, c'était le fait que Hugo était un peu perdu et avait l'air un peu d'un enfant face à Queen qui semble avoir plus d'expérience, avoir eu plus d'expérience auparavant, là où lui il est assez jeune dans les expériences, enfin il n'a pas eu beaucoup d'expériences sexuelles avant, voire pas. Donc voilà, et Inès, ce qui était super, c'est que comme elle avait travaillé avec Iris Bray sur la série Split, bah déjà elle était hyper au fait de toutes ces questions, et puis alors, et là où elle avait fait beaucoup de scènes de sexe, là où moi j'étais moins à l'aise avec ça, et donc ça me rassurait beaucoup qu'elle soit à mes côtés pendant le tournage de cette scène, même si on l'avait préparé en amont, qu'on avait répété, qu'on avait fait aussi des répétitions avec une coach, pour que tout soit au clair pour les comédiens, que voilà, mais Inès savait quoi faire, savait vraiment quoi faire, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis, que dans le sens où on voit jamais, les fesses de Queen sont jamais filmées en gros plan, des choses comme ça. Mais je trouve qu'à l'inverse, le personnage qui est assez érotisé, c'est celui finalement de Hugo, où on le voit beaucoup torse nu quand il fait sa muscu, pour montrer justement le côté avec son corps qui maintenant il s'assume un peu plus, il fait du sport, etc. Et cette scène de sexe, justement, dans mes souvenirs, ce que j'avais trouvé drôle et marquant, c'est qu'on voit ses fesses à Hugo, alors que par contre Queen, on entre avant de la voir. Je crois qu'on la voit seins nus, c'est dans une autre scène où on la voit peut-être seins nus, mais ça arrive un peu plus tard. Mais le premier personnage qu'on voit vraiment nu, c'est lui, et on voit ses fesses qui a. Enfin, on le voit au cinéma, mais je trouve ça toujours un peu différent, un peu de voir un personnage masculin un peu érotisé comme ça, et toujours de manière douce, pas du tout justement dans un truc très extrême ou quoi. Et j'ai trouvé assez chouette ça dans cette scène aussi de relations sexuelles. Bah, moi, ce fameux plan où on voit les fesses d'Hugo, moi, c'était pas du tout l'idée de l'érotiser non plus, lui. Au contraire, ce que j'adore dans ce plan, c'est qu'il a l'air très, très, très jeune face à elle. Il est très, très. En plus, il a la peau toute blanche, elle est bronzée, et avec ses mains, elle attrape les fesses d'Hugo, et elle a des énormes ongles. Et je trouve que l'image, elle est assez forte. Elle raconte beaucoup aussi de leur dynamique, en tout cas au départ, la dynamique de leur relation, que c'est un peu elle qui prend le lead, et que lui, il est tout timide, et que c'est sa première fois. Donc j'aimais bien cette image, mais je sais pas si je crois pas avoir, pour le coup, les garçons non plus, il y a aucun moment où, oui, effectivement, il fait du sport, mais non, il y a pas de moment où vraiment on a eu le désir de les érotiser, non. Tu m'as parlé de Romer et d'autres réalisateurs, et du coup plus jeune tu avais ces références très justement anciennes de femmes puissantes, on disait. Du coup le cinéma, j'ai l'impression, a toujours fait partie de tes loisirs, en fait de tes centres d'intérêt, j'imagine. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer derrière la caméra? Est-ce que c'est le côté du coup dans cette interview de 3 couleurs, du coup je crois que tu disais que tu avais grandi de manière plutôt isolé, mais du coup je sais pas à quel point c'est isolé, mais je me demandais, est-ce que t'es plutôt observateur? Est-ce que c'est ce côté observateur qui t'a donné envie de passer derrière la caméra et de raconter les choses que t'avais pu voir dans des dynamiques de groupe, etc. Parce que ces 3 films, il y a beaucoup de ces dynamiques là qui seront peut-être pas dans tes prochains projets du coup, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Donc non, je suis isolé. Quand je disais isolé, c'est-à-dire isolé dans ma famille, parce que j'ai des grands frères qui sont beaucoup plus grands, et donc voilà. Et j'ai grandi, j'ai été élevé par ma mère, donc famille monoparentale. Par contre, comme tout le monde, j'allais au collège, au lycée, j'avais des amis. Mais et les dynamiques de groupe, ça c'est des choses effectivement que j'ai pu observer. J'ai pu être, j'étais plutôt timide quand j'étais enfant, adolescent encore un peu timide. Après. Au lycée, ça s'est un peu détendu, mais je restais quand même. Et donc, quand on est timide et qu'on est dans un groupe de gens, et parfois on parle pas et on observe ceux qui parlent plus. Et voilà. Après, difficile à dire pourquoi je m'intéresse particulièrement à ça. Et puis, effectivement, la suite, ce sera peut-être pas là-dessus. Mais ce qui m'a donné envie de faire des films.
En fait, c'est depuis longtemps que je veux en faire. Comme j'étais un enfant qui, seul, dans ma famille, j'étais le seul enfant, le cinéma et les séries, etc., c'était un peu pas un refuge, mais quelque chose à faire, en fait, pour s'occuper. Et progressivement, je me suis pris de passion pour ça. À l'époque, c'était des cassettes quand j'étais petit. Donc, je regardais en boucle des films. Il y a des films que j'ai vus une vingtaine de fois. Ce qui n'arrive plus, malheureusement. Aujourd'hui, les films, je les revois plus autant. Mais donc, c'était un peu tout mon monde à la maison, de regarder des films. Et puis, quand j'étais petit, je voulais être comédien. Donc, je faisais du théâtre et tout. Et c'est vers la 6e que je me suis mis en tête d'écrire des films. C'est quand j'ai compris qu'en fait, les réalisateurs, ils écrivaient les films. Et qu'après, à l'époque, je pensais qu'ils filmaient, mais je savais pas ce que c'était le métier de chef-op. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se doutent pas encore totalement des... Et donc voilà, moi je voulais écrire, j'écrivais beaucoup, j'adorais faire des rédactions, j'écrivais à la maison des petites nouvelles, etc. Et je voulais faire des films, donc en fait très vite, je crois que c'est un de mes grands frères qui m'a dit du coup c'est réalisateur le métier qui te plairait, c'est pas comédien, c'est réalisateur. Et voilà, mais le cinéma, j'ai toujours voulu, je sais pas, il y a quelque chose, ça me fascine, je trouve ça magique. C'est un peu comme un truc enfantin, c'est-à-dire que à une époque je faisais des trucs en stop motion, c'est pas du cinéma comme c'est pas un tournage avec une équipe, etc. Mais en fait ce qui me fascine, c'est de fabriquer un film quel qu'il soit, même quand c'est avec de la pâte à modeler. Ouais, de voir des choses s'animer qui viennent de ton esprit, qui s'animent devant toi, un peu en direct, pas en direct exactement, mais... Et justement, on a beaucoup parlé du coup des différences entre du coup tes courts-métrages et ce qui t'avait donné envie de retravailler celui-là, ton moyen-métrage pour le long-métrage, etc. Mais on n'a pas parlé de toi, ta manière d'être en tant que réalisateur. J'imagine qu'à l'époque, tu as peut-être une certaine un peu innocence, ou en tout cas une certaine naïveté peut-être de comment on faisait du cinéma, de comment ça marchait. Et là, tu arrives avec un premier long-métrage, distribué par une belle boîte de distribution. T'as pas les mêmes responsabilités, j'imagine. Comment est-ce que tu te sentais sur le plateau? Comment tu te sentais justement sur ce premier long-métrage, contrairement aux autres moyens-métrages que tu avais pu faire? En fait, une fois qu'on arrive sur le tournage, ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Et donc, comme j'ai eu la chance pour ce film, et comme pour les autres, mais d'être très très bien entouré, mon travail d'écriture, il était fini. Le travail de casting, il était fini. Le travail de préparation, donc avant de commencer à tourner, tous les choix, là c'est hyper important parce qu'on peut se tromper. Les choix de décors, les choix de costumes, tous ces trucs-là qui vont après faire le film, ça c'était fait. Et donc au moment où on arrive sur le tournage, c'est presque si on a les bonnes personnes autour de soi, c'est presque le moment où on s'amuse et où on est là pour faire tout ce qu'on a construit avant. Et par contre, là où j'ai appris sur ce film, c'est que comme j'avais beaucoup travaillé avant, préparé avant, ce qui avait été le cas pour les autres aussi, mais là encore plus, parce que c'était mon premier long et donc je mesurais quand même les enjeux. Ça m'a permis c'est comme si j'avais hyper bien appris la leçon que je devais apprendre, ou ma poésie, et du coup ça m'a permis d'improviser derrière, parce que j'avais bien bossé avant, et j'ai plus improvisé que sur d'autres films, et c'est aussi parce qu'on avait un peu plus de temps de tournage que sur un moyen métrage où les temps sont extrêmement courts, et donc il faut rentrer les scènes. Là, voilà, il y a des moments où on a fait des choses différentes, des choses qui n'étaient pas prévues, par exemple la scène de sexe qui est dans la serre, à la base ça devait pas être dans une serre, ça c'est un truc qu'on a décidé la veille parce qu'il allait pleuvoir, et en fait j'ai appris c'est la première fois où j'étais si ouvert à l'impro et à l'imprévu, et à accepter l'imprévu, à essayer de trouver des solutions pour le tourner à notre avantage. Est-ce que tu avais assez travaillé avant, ce qui te permettait justement de pouvoir un peu prendre des libertés et parce que tu avais du temps, et parce que tu avais une bonne équipe autour de toi, etc., ça te permettait de... C'est ça, et j'étais suffisamment en confiance avec moi-même, c'est-à-dire avec ce que j'étais venu faire, l'histoire que j'étais venu raconter, et comment j'allais la raconter, suffisamment en confiance pour accepter que ça pouvait dérailler, et que si ça déraille, c'est pas grave, en fait, ça peut être mieux. Et en l'occurrence, j'ai pas tous les exemples en tête, mais il y a plein de choses
qui sont pas passés comme c'était prévu et qui au final sont bien mieux que ce qui était prévu. Quand tu dis que c'est parce qu'il pleuvait, il devait la faire dehors sur la plage, j'imagine, ou dans le champ qui est à côté, ouais. Non, ça devait être dans des sous-bois avec des petites fleurs jolies, voilà. Finalement, c'était dans une serre avec des fleurs aussi, donc ce qui était plutôt... C'est moi qui on les a mises. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas de fleurs, on les a posées. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je voulais quand même des petites fleurs. Ouais, c'est vrai. Pour faire le côté première fois, un peu mignon, un peu doux. Ouais, c'est ça. Mais j'aimais bien l'idée de les avoir tous les deux qui font leur première fois justement un peu mignonne sous une serre de patates. Je trouvais ça très drôle. Donc toi, c'était une première fois plutôt réussie et plutôt douce aussi, du coup, ce film. Alors, c'était pas quelque chose de trop stressant ou trop épuisant. Ouais, c'était une première fois que j'ai perdu ma mère un mois avant le début du tournage. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que j'étais moins stressé que ce que j'aurais pu être dans d'autres conditions. Parce que j'avais vécu j'étais en train encore de vivre quelque chose de si fort, de si... grave que ça m'a aussi fait relativiser et donc relativiser tout en gardant en tête l'importance que ça avait de faire ce film qui était vital, mais aussi que voilà, parfois les choses se passent pas comme c'est prévu et il faut savoir faire face aux difficultés que la vie qui nous tombe dessus, quoi. Mais donc sinon, c'était, à part ça, ça a été un... justement, je pense que c'est un tournage qui m'a permis de ne pas sombrer dans uniquement le chagrin, même s'il y avait aussi du chagrin, mais il y avait aussi de la joie, parce que c'était très très beau, ce tournage. C'était avec une équipe... merveilleuse, des comédiens, des comédiennes qui étaient super et je pense que c'est une première fois qui comme toutes les premières fois, restera gravée dans ma mémoire toute ma vie, quand bien même je ferai plusieurs films derrière, ce que je me souhaite. Celle-là, elle restera toujours comme mon épreuve du feu. Je pense qu'on peut finir sur ces mots-là, parce que je trouve ça très, très doux comme fin d'épisode, du coup. Et du coup, on espère que les autres premières fois se passeront si bien que cette première fois, du coup, pour ce long métrage. Merci beaucoup, du coup. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Toute Première Fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.